Dans la vie, il faut choisir ses amis avec la plus grande prudence. Parfois, derrière une façade bienveillante, se cache une âme véritablement sinistre. L'histoire d'aujourd'hui en est une démonstration glaçante. Elle nous transporte dans la petite ville tranquille de Vinton, en Virginie, où un drame inimaginable s'est déroulé dans la nuit du 29 août 1994. Il était environ 5 heures du matin, l'obscurité enveloppait encore les rues calmes du quartier résidentiel. Un facteur, fidèle à sa routine matinale, traversait le quartier pour débuter sa tournée. Mais alors qu'il passait devant une maison, quelque chose d'inquiétant a attiré son attention. Une épaisse fumée noire s'échappait des fenêtres. Pris d'un mauvais pressentiment, il a stoppé sa voiture et s'est précipité vers la maison. Il a frappé à la porte d'entrée avec insistance, mais aucune réponse. Essayant de trouver une autre issue, il a contourné la maison pour accéder à la porte arrière, mais elle était également verrouillée. N'ayant plus d'autre choix, il s'est rué chez les voisins pour appeler le 911. Quelques minutes plus tard, la quiétude de l'aube a été brisée par les sirènes des pompiers et des policiers. Lorsqu'ils sont arrivés, le rez-de-chaussée de la maison était déjà englouti par les flammes. Les pompiers, déterminés à entrer, ont forcé la porte d'entrée. Ce qu'ils ont senti les a immédiatement alertés, une forte odeur d'essence. Le feu n'était pas un accident, quelqu'un avait voulu que cette maison brûle. En éteignant les flammes et en maîtrisant le foyer de l'incendie, les pompiers ont fait une découverte macabre. Dans les cendres encore fumantes, ils ont retrouvé 4 corps. Les victimes étaient éparpillées dans différentes pièces, comme des fragments d'un puzzle sinistre. Il était évident que ce n'était pas un simple incendie domestique. L'identification des corps a nécessité l'intervention d'un médecin légiste. Ce qu'il a découvert a transformé une tragédie en une horreur absolue. Sur le canapé du salon, le corps de Teresa Hodges, âgée de 37 ans, a été retrouvé. Elle portait uniquement des sous-vêtements, et non loin de son corps, un short et une mèche de cheveux traînaient au bas de l'escalier. Tout indiquait qu'une lutte avait eu lieu ici, sur le seuil de l'enfer. À l'étage, dans une chambre, se trouvait le corps de Blaine Hodges, 41 ans. Il était partiellement recouvert de linge et d'un rideau arraché, comme si quelqu'un avait tenté, de manière dérisoire, de cacher son crime. Mais le plus insupportable restait à venir. Dans une chambre d'enfant, 2 fillettes ont été découvertes, allongées dans le même lit, serrées l'une contre l'autre. Winter, âgée de 11 ans, et Anna, âgée de 3 ans, semblaient s'être agrippées dans leurs derniers instants. Ces 2 petites âmes innocentes étaient les filles du couple retrouvé mort dans la maison. À ce stade, les enquêteurs supposaient que la famille avait péri dans l'incendie. Mais le médecin légiste a révélé une vérité bien plus terrifiante. Les flammes n'étaient pas la cause de leur mort. Non, c'était bien pire. Les corps, bien que marqués par le feu, portaient des indices qui ne laissaient aucun doute. Aucune des victimes n'avait succombé aux flammes. Elles avaient toutes été tuées avant que l'incendie ne soit déclenché. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Que s'est-il réellement passé dans cette maison cette nuit-là? Qui aurait pu commettre un acte aussi monstrueux? Les réponses, comme souvent, sont plus tordues qu'on ne pourrait l'imaginer. Teresa avait été étranglée. Des marques distinctes imprimées sur son cou ne laissaient aucun doute. Comme si ce n'était pas assez cruel, son corps avait été aspergé d'essence avant d'être incendié. Les flammes avaient ravagé son corps bien plus que les autres, la position suggérant qu'elle avait été placée près du foyer principal de l'incendie. Une intention calculée pour effacer les traces, mais aussi une forme de cruauté supplémentaire. Les 2 filles du couple, Winter et Anna, n'avaient pas été épargnées. Toutes 2 avaient été tuées d'une balle dans la tête. Un tir précis, brutal, sans l'ombre d'une hésitation. Blaine Hodges, le père, avait subi le même sort. 3 des corps portaient des projectiles de calibre 22, un calibre souvent utilisé dans des crimes prémédités. À côté de Blaine, les enquêteurs ont découvert une arme à feu ainsi qu'un bidon d'essence vide. À première vue, la scène semblait évidente. Un père désespéré, submergé par des problèmes insurmontables, aurait tué sa famille avant de se donner la mort. Mais les apparences, surtout dans des affaires aussi atroces, sont souvent trompeuses. Les proches et amis de Blaine rejetaient cette hypothèse catégoriquement. Blaine était décrit comme un père dévoué et un mari aimant, incapable d'une telle monstruosité. Cependant, en creusant dans son passé,
les enquêteurs ont découvert des fissures. En 1991, Blaine avait été licencié de la Poste pour avoir détourné 4 500 $. 2 ans plus tard, il avait été condamné à 6 mois de prison et à une amende colossale. Cette chute avait eu des conséquences dévastatrices sur ses finances, une descente aux enfers qui, selon certains, aurait pu le pousser à commettre l'impensable. Mais les apparences n'ont pas tenu longtemps face à des experts en criminologie méthodique. Plusieurs incohérences sont rapidement venues ébranler la thèse du meurtre-suicide. La première, l'arme retrouvée près du corps de Blaine. Son canon avait été démonté, ce qui rendait impossible son utilisation pour tirer les balles retrouvées dans les corps. Une anomalie choquante, confirmée plus tard par les analyses balistiques, les stries du canon ne correspondaient à aucun des projectiles. La deuxième, les poumons de Blaine ne contenaient aucune trace de suie. Cela prouvait qu'il n'avait pas respiré au moment de l'incendie, ce qui signifiait qu'il était mort avant que le feu ne soit déclenché. Comment un homme déjà mort aurait-il pu étrangler sa femme, tirer sur ses enfants, allumer un feu et se suicider? Une question dont la réponse semblait de plus en plus évidente. Il ne l'avait pas fait. La troisième. Les lignes téléphoniques de la maison avaient été coupées, un acte délibéré pour empêcher toute tentative d'appel au secours. Un détail qui n'avait aucun sens si Blaine avait vraiment prévu de se suicider. Pourquoi s'assurer que personne ne pourrait appeler la police si son but était de mettre fin à ses jours après avoir tué sa famille? Malgré ces révélations troublantes, le public n'a reçu qu'une version édulcorée de l'histoire. Les médias ont simplement rapporté la mort tragique d'une famille de 4 personnes dans un accident. Pas un mot sur l'incendie, ni sur les balles, ni sur les indices pointant vers un meurtre sordide. Cependant, les indices pointant vers l'intervention d'un tiers ne cessaient de s'accumuler. La piste du cambriolage a été écartée, car la famille Hodges était modeste et tout le voisinage le savait. De plus, le quartier était calme, sécurisé, et affichait un taux de criminalité très bas. Les enquêteurs étaient persuadés que ce crime était motivé par une raison personnelle, qu'un ennemi avait ainsi réglé ses comptes. L'élément le plus décisif provenait du rapport du médecin légiste qui soulignait 2 points cruciaux. Premièrement, la manière dont Teresa avait été tuée semblait suspecte. Contrairement aux autres membres de la famille, elle avait été étranglée et non abattue. Deuxièmement, les analyses ont révélé que Blaine avait été tué plusieurs heures avant sa femme et ses filles. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas être l'auteur des meurtres. Les événements pointaient clairement vers l'existence d'un ennemi impitoyable des Hodges. Pour identifier cet ennemi, les enquêteurs ont interrogé les proches et les amis du couple. Ils espéraient ainsi reconstituer les derniers jours de leur vie. La mère de Teresa a raconté que la veille du drame, la famille était partie à la pêche. Le jour du crime, Blaine et Teresa avaient assisté à une conférence dans une ville voisine, laissant leur fille aux soins d'une proche habitant à proximité. Elle a également confié que, suite à ses difficultés financières, le couple s'était lancé dans la vente de produits Amway. Ils avaient vanté à leurs voisins les revenus miraculeux qu'ils espéraient tirer de cette activité et tentaient de convaincre leur entourage de rejoindre l'entreprise. Peut-être que ces promesses avaient attiré l'attention de mauvaises personnes. Ce jour-là, un invité nommé Marshall devait rendre visite à la famille Hodges. Lui aussi travaillait pour Amway et souhaitait tester un produit nettoyant pour les taches. Cependant, la mère de Teresa ignorait si cette rencontre avait réellement eu lieu. Cette information a intrigué les enquêteurs qui ont décidé d'interroger l'homme. Lors de leur entretien avec Marshall, celui-ci a confirmé qu'il s'était bien rendu chez les Hodges ce jour-là. Selon lui, rien d'inhabituel ne s'était produit. Il se souvenait d'être descendu au sous-sol avec Winter, la fille de 11 ans, pour lui montrer comment fonctionnait le nettoyant. Marshall a également mentionné qu'un inconnu travaillait à peindre une porte lorsqu'il était arrivé chez les Hodges. Cet homme, manifestement agacé, avait exprimé son mécontentement de voir une fillette descendre au sous-sol avec un homme qu'elle connaissait peu. Malgré cela, rien de plus étrange n'avait retenu son attention, et Marshall était ensuite rentré chez lui. Le témoignage de Marshall, bien que superficiellement banal, laissait planer une ombre de doute. Qui était cet homme en train de peindre une porte chez les Hodges? Pourquoi semblait-il si concerné par les actions de Winter? Et surtout, quel était son rôle dans ce puzzle macabre? Les enquêteurs, en retraçant les derniers moments de la famille Hodges, ont découvert une série de faits qui, ensemble, formaient une énigme complexe.
Aux alentours de 17 heures, Teresa avait passé un appel tout à fait banal. Elle discutait avec la mère d'une camarade de Winter pour organiser un covoiturage scolaire. Rien d'alarmant ici, juste deux mères planifiant leur routine. Mais un détail a rapidement attiré l'attention des enquêteurs. Lors d'un second appel pour confirmer les horaires, Teresa avait donné un numéro inhabituel, celui d'un téléphone public situé dans une station-service. Étrange, non? Pourquoi ne pas utiliser le téléphone familial? La réponse, bien que simple, s'est avérée révélatrice. À ce moment-là, les lignes téléphoniques de la maison Hodges avaient déjà été sectionnées. Teresa, probablement déconcertée par ce qu'elle croyait être une panne technique, avait utilisé un téléphone public pour continuer ses arrangements. Plusieurs connaissances de la famille ont confirmé cette théorie, rapportant que Teresa s'était plaint ce jour-là de problèmes de ligne. Ce détail a révélé une vérité glaçante. À l'heure où Teresa composait ce numéro public, l'assassin était probablement déjà en action. Couper les lignes téléphoniques n'est pas le geste d'un cambrioleur improvisé ou d'un drame familial spontané. C'est une tactique délibérée, calculée, visant à isoler les victimes de toute aide extérieure. Mais les indices ne s'arrêtaient pas là. Une autre anomalie a marqué les enquêteurs. La famille Hodges, profondément attachée à sa foi, avait manqué la messe dominicale, un comportement totalement inhabituel. Ils n'avaient pas non plus accueilli les membres d'Amway pour la réunion prévue chez eux. À leur arrivée, les invités avaient découvert une note manuscrite sur la porte d'entrée. Teresa y expliquait brièvement que la rencontre était annulée pour cause d'urgence familiale. Cette note, bien que sobre, a semé le doute dans l'esprit des enquêteurs. Pourquoi l'écrire? Était-ce réellement Teresa qui l'avait rédigée? Si oui, dans quelles circonstances? Était-ce un appel à l'aide déguisé ou une tentative dictée sous la contrainte de détourner les soupçons? Dans cette fameuse lettre signée par Teresa, elle s'excusait platement, expliquant que la famille avait dû partir précipitamment pour une affaire urgente. Pourtant, et c'est là que l'horreur prend toute son ampleur, il était très probable qu'à ce moment précis, les Hodges étaient déjà morts. Une lettre rédigée post-mortem, voilà qui sentait la mise en scène à plein nez. Avec ces informations contradictoires, la police se retrouvait face à un puzzle terrifiant, mais sans les pièces maîtresses pour le résoudre. Un témoignage fiable devenait crucial. Sur les recommandations de la mère de Teresa, les enquêteurs ont décidé de se tourner vers Earl Bramblett. Et qui mieux qu'Earl, ce meilleur ami autoproclamé de la famille, pour répondre à leurs questions? Les enfants l'appelaient oncle Earl, preuve de sa proximité. Cet homme qui travaillait dans une imprimerie aurait dû être facile à joindre. Pourtant, à leur grande surprise, impossible de le localiser. Étrange, non? Un message lui a été laissé par ses collègues, l'enjoignant de contacter la police dès son retour. Le jour même, Earl a appelé proposant un rendez-vous à 17 heures après son travail. Lorsqu'il est entré dans la salle d'interrogatoire, Earl affichait une émotion palpable, presque théâtrale. Il a paru dévasté en apprenant la mort tragique des Hodges et s'est montré furieux. Il a exigé que la police trouve les responsables et leur fasse payer. Mais sa réaction, loin de calmer les soupçons, a éveillé l'intérêt des enquêteurs. Pourquoi? Parce que jusqu'à cet instant précis, aucune information publique n'évoquait un meurtre. Officiellement, on parlait d'un accident tragique. Même la théorie du suicide n'avait pas encore été évoquée. Alors, comment Earl pouvait-il être si certain qu'il s'agissait d'un crime? Voyant les sourcils des enquêteurs se lever avec suspicion, Earl a tenté de se rattraper maladroitement. Il a prétendu s'être mal exprimé, ou pire, mal informé. Mais le doute s'est transformé en certitude lorsqu'il a laissé échapper un détail accablant. Il a mentionné que le corps de Teresa avait été aspergé d'essence et incendié. Or, cette information précise et macabre était connue uniquement des enquêteurs ou du coupable. À partir de cet instant, Earl Bramblett n'était plus seulement un ami endeuillé. Il devenait le principal suspect. Les enquêteurs ont alors cherché à établir quand il avait vu les Hodges pour la dernière fois. À cette question simple, Earl a immédiatement changé d'attitude. Il s'est montré évasif, presque défensif. Il a bafouillé qu'il ne se souvenait pas que cela remontait à trop longtemps, mais cette réponse paraissait incohérente. Comment un homme si proche de cette famille pouvait-il ignorer la date de leur dernier contact? Et pour enfoncer le clou, un voisin des Hodges avait déjà confié à la police avoir vu Earl.
la veille des meurtres. Une coïncidence? Difficile à croire. Les enquêteurs ont décidé de jouer une carte décisive en montrant une photo d'Earl à Marshall. Et là, bingo. Marshall a immédiatement reconnu Earl comme étant l'homme qui peignait la porte chez les Hodges la veille des crimes. Mais ce n'est pas tout. Marshall a aussi identifié Earl comme celui qui avait réprimandé Winter, la fille aînée, lorsqu'elle était descendue au sous-sol avec lui. Alors, qu'a fait Earl? Il a nié tout en bloc, bien sûr. Mais son oubli de cette présence chez les Hodges ce jour-là devenait une omission flagrante et franchement bien trop pratique. Les enquêteurs savaient que cette pièce manquante au puzzle n'était pas un simple trou de mémoire. Pourtant, sans preuve concrète, ils ont dû se résoudre à le relâcher, les dents serrées. Mais dans leur esprit, une chose était claire. Earl cachait quelque chose. Leur nouvelle mission était donc simple, prouver qu'il mentait et, idéalement, le faire craquer. Les voisins des Hodges ont été interrogés et plusieurs ont rapporté un détail crucial. Un pick-up était garé devant la maison des Hodges tôt le matin, peu avant que l'incendie ne démarre. Et devinez quoi? Ce véhicule correspondait à celui qu'utilisait Earl Brumblett. Clairement, son prétendu éloignement de la famille volait en éclats. Mais le clou du cercueil symbolique, du moins pour l'instant, qu'était un détail temporel. Earl avait badgé sa carte de présence à l'imprimerie exactement 20 minutes après le début de l'incendie. Or, le trajet entre la maison des Hodges et l'imprimerie prenait exactement 20 minutes. Coïncidence? Certainement pas. Cerise sur le gâteau, il avait même tenté de falsifier cet enregistrement. Résultat, un échec magistral qui ne faisait qu'ajouter à son implication. Et puis il y a ce détail glaçant par son symbolisme. Earl, l'oncle Earl, n'avait pas assisté aux funérailles des Hodges, rien que ça. Sa réputation de meilleur ami de la famille s'effondrait, et son absence alimentait encore davantage les soupçons. Mais qui était vraiment cet homme? Earl Brumblett, né en 1942, au Texas, avait grandi dans une maison où l'alcool et la violence étaient monnaie courante. Son père, brutal et tyrannique, faisait vivre un enfer à toute la fratrie. Pourtant, Earl semblait vouloir briller malgré ce chaos, excellent à l'école et dans le sport. Mais les nombreux déménagements et ruptures familiales l'avaient façonné autrement. Il avait appris à s'adapter, à se faire des amis rapidement, peut-être un peu trop facilement. Quand sa mère avait finalement eu le courage de divorcer, Earl semblait enfin trouver une stabilité. Une bourse sportive lui avait même permis d'accéder à l'université. Mais, et c'est là une constante dans sa vie, il n'avait jamais su s'y accrocher. 3 établissements, 3 abandons. En 1969, Earl s'est installé en Virginie et a commencé à travailler dans l'imprimerie de son père. Peu après, il s'est marié et a eu 2 fils. Durant cette période, il a également travaillé comme assistant entraîneur d'athlétisme dans un collège. C'est là qu'il a rencontré Blaine Hodges, alors étudiant. Earl est devenu son entraîneur et mentor jusqu'à la fin des études de Blaine, en 1971. Cette relation amicale s'est poursuivie jusqu'à ce que le destin prenne une tournure tragique. À cette époque, Blaine s'était déjà marié. Malgré leurs différences d'âge, il est resté en bons termes avec son ancien entraîneur, Earl, et leur amitié a perduré de nombreuses années. À la fin des années 70, Earl a pris un rôle plus important dans l'imprimerie familiale, assumant davantage de responsabilités à mesure que la santé de son père déclinait. Quelques années plus tard, il a repris entièrement l'entreprise, recruté du personnel et paradoxalement commencé à consacrer moins de temps au travail pour s'adonner davantage à des loisirs et à des fêtes. Selon Earl, une employée de 17 ans aurait été surprise à tricher sur les horaires de présence en falsifiant des cartes de pointage. En représailles, après avoir été réprimandée, elle aurait incité sa sœur cadette de 13 ans à l'accuser de harcèlement. Earl a été arrêté, mais il avait un alibi solide. Le jour présumé des faits, il se trouvait en déplacement. Le juge, agacé par le manque de preuves, a sévèrement averti la police de ne pas transmettre des affaires au tribunal sans enquêtes approfondies. Après cet incident, Earl a continué à gérer son entreprise avec succès tout en menant un mode de vie de plus en plus étrange. Il voyageait beaucoup à travers le pays, mais vivait comme un vagabond, dormant dans des motels bon marché ou directement dans son pick-up. Plus troublant encore, il s'entourait systématiquement de jeunes, souvent des adolescentes ou de très jeunes hommes bien plus jeunes que lui.
Un exemple frappant était Tammy Akers, une adolescente de 14 ans qui vivait dans le même quartier que Earl. Tammy passait beaucoup de temps dans l'imprimerie d'Earl et avec sa femme, Mary, qui avait elle-même 2 jeunes sœurs du même âge que Tammy. Ces jeunes filles se fréquentaient régulièrement. Le 7 février 1977, Tammy et une de ses camarades de classe, Angela Rader, sont parties de chez elle pour se rendre en cours. Mais sur le chemin, elles ont décidé de faire l'école buissonnière et sont allées en autostop jusqu'au centre-ville. Elles ne sont jamais rentrées chez elles. Habituées à leurs escapades, les familles des 2 adolescentes n'ont pas immédiatement alerté la police, espérant qu'elles reviendraient d'elles-mêmes. Mais après 24 heures, leurs proches se sont rendus au commissariat, où leur inquiétude a été prise à la légère. Les policiers ont qualifié la situation de perte de temps et ont conseillé aux parents d'attendre le retour de leur fille. Malheureusement, elles ne sont jamais revenues et personne n'avait pris leur disparition au sérieux à l'époque. L'affaire est restée non résolue pendant des années. Lorsque Earl a été suspecté pour le meurtre de la famille Hodges, les enquêteurs ont établi un lien entre lui et l'une des adolescentes disparues, Tammy Akers. Cette connexion a ravivé des soupçons et ouvert une nouvelle piste dans cette affaire classée depuis longtemps. À l'époque, Earl figurait déjà comme suspect dans cette affaire. Les enquêteurs avaient également remarqué un détail troublant. Il était souvent entouré d'adolescentes et de jeunes hommes bien plus jeunes que lui. La nature de ce lien restait floue et suspecte. Lorsque les enquêteurs ont exprimé leurs soupçons quant à son attirance pour les lycéennes, Earl a de nouveau adopté une posture défensive. Il a nié savoir où se trouvaient les adolescentes disparues, mais a reconnu avoir passé beaucoup de temps avec Tammy. Selon lui, cette proximité s'expliquait par leurs difficultés personnelles respectives. À l'époque, son mariage battait de l'aile. Un divorce imminent et l'obligation de payer une pension alimentaire pour ses 2 enfants pesaient lourdement sur lui. Ses problèmes communs, selon ses dires, les auraient rapprochés. Cependant, Earl a catégoriquement nié toute implication dans les disparitions des jeunes filles et dans le meurtre de la famille Hodges. Une fois encore, les enquêteurs n'ont pas réussi à lui faire avouer quoi que ce soit. Malgré son silence, l'enquête a continué de progresser. Peu de temps après, 2 jeunes femmes se sont rendues au commissariat avec des informations troublantes à propos d'Earl Bramblett. Leur témoignage allait ajouter de nouvelles pièces à ce puzzle déjà inquiétant. Elles avaient personnellement entendu dire qu'au cours d'une des fêtes, l'homme avait tellement bu qu'il avait pris son arme et tiré sur le plafond, puis s'était effondré en larmes sur le canapé, avouant qu'il avait fait du mal à Tammy. Interrogé sur cet incident, Earl a déclaré qu'il n'en avait aucun souvenir. Il a été décidé de surveiller de plus près cet homme suspect. Plus tard, la sœur de Tammy, Linda, a admis qu'Earl avait abusé d'elle à l'âge de 12 ans et avait ensuite abusé d'elle pendant des années. Lors de l'un de ces abus, il l'avait forcée en brandissant un pistolet. Linda était également convaincue qu'Earl avait eu un comportement inapproprié envers Tammy lorsqu'elle n'avait que 9 ans. Ces révélations ont orienté les enquêteurs vers une nouvelle hypothèse. Earl Bramblett ne s'entourait pas de jeunes filles et garçons par hasard. Ces relations lui permettaient d'entrer en contact avec des adolescentes vulnérables qui devenaient systématiquement ses cibles. Au moment de la tragédie des Hodges, Earl vivait dans un motel bon marché situé à proximité de leur domicile. 3 jours après le début de l'enquête sur le meurtre de la famille, les enquêteurs ont tenté de le joindre à nouveau. Cependant, il n'a pas répondu à leurs appels. C'est son frère qui a finalement indiqué l'avoir aperçu au même motel où il avait passé la nuit du drame. Les policiers se sont alors rendus sur place pour inspecter sa chambre. Ils y ont découvert une lettre d'adieu ainsi qu'Earl lui-même. Visiblement accablé, il s'est montré hostile à leur présence et a refusé de répondre à leurs questions. Après une longue discussion, il a accepté de se rendre au commissariat plus tard dans la journée. Mais, fidèle à son comportement évasif, il n'a jamais honoré ce rendez-vous. Les enquêteurs sont retournés au motel pour le retrouver. Cette fois, sa chambre était fermée à clé et personne n'a répondu lorsqu'ils ont frappé à la porte. Cette situation inquiétante laissait présager le pire et renforçait encore davantage les soupçons à son égard. Les enquêteurs ont commencé à suspecter qu'Earl avait peut-être mis à exécution un plan pour mettre fin à ses jours. Inquiets, ils ont demandé au gérant du motel d'ouvrir la porte avec un passe-partout, craignant de découvrir un corps à l'intérieur. Contre toute attente, la chambre était vide. À peine une demi-heure plus tard, Earl est revenu sur les lieux. Il était visiblement contrarié par la présence des policiers,
tentant même de les chasser en déclarant qu'ils ne parviendraient jamais à l'arrêter pour meurtre. Cependant, les enquêteurs étaient prêts. Ils avaient déjà obtenu un mandat pour perquisitionner sa chambre et ses véhicules. Les fouilles ont rapidement porté leurs fruits. Les policiers ont trouvé un carnet contenant de nombreuses notes liées à des activités criminelles, 4 douilles vides et un pistolet de calibre 22, le même type d'arme qui avait été utilisé pour tuer les victimes. De plus, Earl transportait plusieurs romans criminels et des ouvrages sur la criminalistique. Ces découvertes ont laissé Earl stupéfait. Il semblait abasourdi de ne pas avoir eu le temps de se débarrasser de ces preuves potentielles. Malgré cela, les policiers n'avaient pas suffisamment d'éléments concrets pour le retenir. Les douilles et le pistolet ont été envoyés pour une expertise balistique, mais aucune preuve directe ne reliait encore Earl au meurtre. Profitant de cette situation, Earl a quitté la ville dès le lendemain, échappant une nouvelle fois à la justice. Pourtant, l'étau semblait se resserrer autour de lui. Earl Bramblett a informé ses amis qu'il se rendait chez sa sœur en Indiana. À son arrivée, il s'est confié sur les récents événements, visiblement très perturbés. Sa sœur, préoccupée, lui a immédiatement demandé s'il avait un alibi pour la nuit où la famille Hodges avait été tuée et leur maison incendiée. Earl a admis qu'il était effectivement allé chez eux cette nuit-là et qu'il était parti vers minuit, tout en affirmant son innocence. Il a expliqué qu'il avait caché cette information aux enquêteurs par peur de devenir un suspect principal. Cependant, sa sœur n'a pas cru à son récit. Selon elle, cette situation était probablement liée à une dépendance de longue date d'Earl aux substances illicites. Elle et son mari se sentaient mal à l'aise en sa présence, mais heureusement Earl ne comptait pas rester longtemps. Avant de partir, il lui a demandé de ne pas informer la police de sa visite. Peu après, il a quitté la maison. Lorsque les enquêteurs ont contacté la sœur d'Earl, elle leur a raconté en détail ce qui s'était passé. Convaincue de son implication dans les meurtres, elle a également mentionné un souvenir troublant. 1 an auparavant, Earl lui avait confié 2 boîtes, en insistant pour qu'elle ne les ouvre pas. Bien qu'elle ignorait leur contenu, ses récents soupçons l'ont poussée à les remettre aux autorités. Elle pensait qu'elles pourraient être liées à Tammy et Angela, les adolescentes disparues. Au bureau du shérif, les boîtes ont été ouvertes. À l'intérieur, les policiers ont trouvé environ 60 cassettes audio, des centaines de photographies, et une chaussette appartenant manifestement à une adolescente. Les proches de Tamik n'ont pas reconnu cet objet, mais la mère de Teresa était convaincue qu'il appartenait à sa petite-fille Winter, l'une des victimes du quadruple meurtre. Les cassettes ont été envoyées pour analyse, et les enquêteurs ont commencé à les écouter. Elles contenaient une sorte de journal audio désordonné que Earl avait commencé à enregistrer autour de 1992. Il emmenait constamment un magnétophone avec lui, enregistrant ses pensées et ses observations. Ces nouvelles découvertes ont renforcé la nécessité pour les autorités de relier les éléments entre eux, car il devenait évident qu'Earl Bramblett n'était pas simplement un témoin ou un ami proche de la famille Hodge, mais probablement bien plus impliqué dans ces tragédies. Parmi les enregistrements les plus troublants se trouvaient des passages où Earl évoquait les problèmes de Blaine Hodges et l'accusation de vol qui avait conduit à son licenciement. Pendant cette période, Earl avait commencé à développer une théorie du complot totalement délirante. Il ressentait une attirance malsaine pour Winter, la fille aînée de Blaine. Il aimait la soulever, la placer sur ses cuisses et profiter de cette position pour satisfaire ses désirs. Mais il était convaincu que son ami utilisait intentionnellement sa fille comme un appât dans un supposé complot. Selon lui, Winter le séduisait volontairement, se montrant rusée et manipulatrice, une espionne dans le style de Mata Hari. Ces divagations, enregistrées à l'époque où Blaine purgeait sa peine de 6 mois, révélaient une vérité inquiétante. Earl avait une obsession malsaine pour l'enfant de son ami. Pire encore, il rêvait un jour avoir les rapports avec Winter, une fille de 11 ans. Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs ont perquisitionné autour de la zone où se trouvait l'imprimerie d'Earl. Là, ils ont découvert des figurines étranges, 2 petites et 2 grandes. Ces figurines portaient des marques ressemblant à des impacts de balles, correspondant exactement aux blessures infligées aux 3 membres de la famille Hodges par des tirs. L'une des grandes figurines avait également une cordelette autour du cou, évoquant l'étranglement dont avait été victime Teresa, la mère de famille. Ces coïncidences semblaient trop précises pour être fortuites.
Les informations sur les blessures des victimes étaient confidentielles, connues uniquement des enquêteurs. La découverte des figurines renforçait l'idée qu'Earl était profondément impliqué. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé des explications, il a refusé de commenter ces objets troublants. Dans le pick-up d'Earl, les policiers ont trouvé un autre pistolet de calibre 22. Après une analyse balistique, il a été établi que c'était cette arme qui avait servi à tuer la famille Hodges. De plus, des poils pubiens retrouvés sur le lit des deux jeunes filles correspondaient à l'ADN d'Earl Bromblett. Cela montrait clairement qu'il avait réalisé son fantasme, avoir les rapports avec Winter. Oh, qu'il est cruel, ce mec. Avec ses preuves accablantes, la police avait enfin suffisamment d'éléments pour inculper Earl. Cependant, il avait disparu. Rapidement, un avis de recherche a été émis. Après enquête, il a été découvert qu'Earl s'était enfui à Spartanburg, en Caroline du Sud, où il avait vécu discrètement pendant 2 ans. Cette fuite semblait confirmer sa culpabilité aux yeux des enquêteurs, mais le ramener devant la justice allait s'avérer une tâche ardue. Après sa fuite à Spartanburg, en Caroline du Sud, Earl Bromblett tentait de mener une vie tranquille. Il a acheté une maison et adopté un chien dont il prenait grand soin. Le 30 juillet 1996, Earl a finalement été localisé et arrêté. Le procès d'Earl Bromblett a eu lieu en octobre 1997. N'ayant pas les moyens d'engager un avocat, il a été défendu par un avocat commis d'office. Ce dernier a plaidé que son client souffrait de troubles mentaux, mais cette hypothèse n'a pas été confirmée par les experts. Le procureur a affirmé qu'Earl avait pris une douche et lavé ses vêtements après les meurtres avant de mettre le feu à la maison des Hodges, ce qu'Earl a nié, déclarant que les preuves, y compris un cheveu et un pistolet, avaient été placées pour l'incriminer. Il a également contesté l'authenticité des enregistrements, où il semblait obsédé par Winter Hodges. Selon Earl, il était un ami de la famille et les avait aidés financièrement et matériellement. Cependant, des témoignages ont révélé des tensions, notamment après que Blaine Hodges ait vendu un équipement offert par Earl. Teresa et une amie avaient exprimé des craintes vis-à-vis d'Earl, et le père de Teresa a confirmé qu'il avait recommandé de changer les serrures de la maison. Un codétenu a affirmé qu'Earl lui avait avoué les meurtres, décrivant un scénario où il aurait été surpris par les parents alors qu'il faisait l'amour avec Winter. Il aurait dit au codétenu que Winter prenait du plaisir quand il se frottait à elle. C'était devenu une habitude pour eux deux. En ayant été surpris par les parents de Winter, cela l'aurait poussé à assassiner toute la famille pour empêcher qu'il ne le dénonce à la police. Cependant, Earl a continué de nier toutes les accusations. Peu à peu, les événements se sont éclaircis. Les preuves ont montré que Blaine a été tué en premier, suivi de Teresa, étranglée, et des 2 fillettes, abattues dans leur lit. Le 16 décembre 1997, Earl Bromblett a été reconnu coupable du meurtre des 4 membres de la famille Hodges et condamné à mort en Virginie. En signe de protestation, il a choisi la chaise électrique pour son exécution. Après le procès, la justice a tenté une ultime démarche, convaincre Earl Bromblett de se repentir et d'avouer les meurtres de Tammy et Angela. Tous les indices semblaient converger vers lui, mais Earl a refusé de reconnaître sa culpabilité. Lorsqu'on lui a demandé de clarifier sa position, il a lâché une phrase étrange, presque cryptique. « Elles sont mortes dans un incendie ». Ces mots, bien qu'ambigus, ont été interprétés par beaucoup comme un aveu implicite. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était la similitude entre les disparitions des adolescentes et le mode opératoire des meurtres de la famille Hodges. Le 9 avril 2003, Earl Bromblett a affronté son dernier jour. À 61 ans, il a reçu son ultime repas. Contrairement à certains condamnés qui profitent de cette occasion pour faire une demande extravagante, Earl s'était contenté du menu standard, une omelette, des pommes de terre bouillies, du maïs et un gâteau au chocolat. Simple, presque banal. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait prononcer quelques mots avant l'injection létale, Earl, une fois de plus, s'est accroché à son innocence. Il a affirmé avec calme qu'il n'avait jamais tué qui que ce soit et qu'il affrontait la mort avec une conscience tranquille. Dans une ultime adresse, il a remercié ses proches pour leur soutien, sans jamais vaciller, sans jamais craquer. Une posture qui, selon certains, relevait de l'arrogance. À 21h09 ce soir-là, le cœur d'Earl Bromblett a cessé de battre.
Les corps de Tammy et Angela n'ont jamais été retrouvés, plongeant leur famille dans un deuil interminable. À ce jour, cette absence de réponse continue de hanter ceux qui espéraient la vérité. Alors, qu'en pensez-vous? Earl Bramblett était-il un meurtrier impitoyable ou un homme injustement condamné emportant son secret dans la tombe? Si cette affaire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Prenez soin de vous.